Chers collègues, je vais vous parler maintenant de la rémunération et ce sur quoi on est arrivé. Alors évidemment, il y aura pas mal de chiffres, c'est assez technique, je m'en excuse à l'avance. Je vais essayer de vous donner les grands principes et puis après arriver dans le détail. Et puis s'il y a des détails que j'ai oubliés, de toute façon, je compte sur chacun de vous pour envoyer vos questions, vos remarques par mail sans aucun souci. Sur la rémunération, d'abord, premier constat, contrairement à ce que certains pouvaient craindre, ce n'est pas une révolution. Voilà, c'est pas une révolution. Pourquoi c'est pas une révolution? Actuellement, dans notre accord collectif, le poids de la mesure générale, le 1,1%, représente à peu près 70% du cadrage salarial. Et il reste 30% pour les mesures individuelles que chacun attend à l'automne ou en tout cas le demande. Ça, c'est l'équation actuelle. Dans l'équation initiale du projet de la direction, donc au tout début de l'été, fin juin quand on l'a reçu, leur envie, peut-être leur fantasme peut-on dire, était de complètement renverser la vapeur en atteignant 70% sur les mesures individuelles et 30% sur la mesure générale. Si je vous dis qu'aujourd'hui c'est pas la révolution, c'est que la dernière proposition qu'ils nous ont envoyée, et qui est l'ultime proposition, on arrive à un équilibre qui est de 45% sur la mesure générale et 55% sur les mesures individuelles. La demande de la CFDT et ce qu'on avait proposé, c'est qu'on soit à peu près à 50-50. Ça nous semblait équilibré. À 45-55, vous comprenez bien que ce n'est pas une révolution. Et ce n'est pas une révolution non plus, parce que de toute façon, cette enveloppe de mesures salariales, qu'elle soit globale ou individuelle, sera la même demain qu'aujourd'hui. Et demain, ce seront des cadrages, sauf catastrophe, qui seront analogues à ceux qu'on perçoit aujourd'hui. Donc de toute façon, si certains se disent qu'il y aura moins de mesures générales, certes, mais il y aura plus souvent des mesures individuelles. Bon. Si j'en reviens maintenant aux chiffres précis eux-mêmes. D'abord, premier principe, c'est qu'il y a d'abord conservation du 13e mois qu'on a à l'INA. C'était une première demande qui a été acceptée voici longtemps. On ne vous en a pas reparlé, mais c'est quand même un principe qu'il ne faut pas oublier. Secondement, on part sur un montant fixe, qui était dans le projet de la CFDT. Alors que le projet de la direction était différencié et de façon parfois injuste parce qu'il y avait des effets de palier et non pas alignés au salaire comme nous on le propose. La proposition de la direction, il y a un mois, quand ils ont accepté le principe du montant fixe, quand ils ont enfin accepté ce principe qui est beaucoup plus juste pour tous et pour toutes, et j'y reviendrai, ils ont proposé un montant fixe de 290 euros. Ces 290 euros, c'est pas beaucoup plus que le 1,1% du dernier décile des salaires à l'INA. Donc des 10% les rémunérations les plus basses, donc c'était pas très pertinent ni intéressant. Nous, côté CFDT, dans notre première contre-proposition, on avait proposé un montant fixe qui était de l'ordre de 450 euros, qui correspondait à peu près au 1,1% de la moyenne du groupe 5. La proposition de la direction, voici 15 jours, était passée à 365 euros. 365 euros, c'était un peu mieux, mais c'était encore insuffisant à nos yeux. Et nous avions, nous, contre-proposé une mesure fixe qui soit à peu près de l'ordre de 415 euros. Avant-hier, de façon nocturne, vu que, comme on vous l'a déjà dit, ça a été assez long et houleux, la direction nous a proposé 380 euros. Dans leur dernière version qu'ils viennent de nous envoyer, ils ont fait une petite avancée à 384 euros. Ça ne correspond pas complètement aux attentes de la CFDT telles qu'on les avait formulées. Donc on doit étudier ce point en regard des autres points que je vais vous développer après. D'abord, on avait évoqué côté CFDT la nécessaire revalorisation de cette mesure générale. Revalorisation qui, pour nous, devait se situer à peu près dans les eaux de 1%, pour qu'elle corresponde à un équilibre entre mesures globales et mesures individuelles. Et pragmatiquement, ces 1% correspondaient bon an mal an à peu près à 1 euro d'augmentation. C'est-à-dire que le diagramme est le suivant. Si cet accord venait à être signé, dès le 1er janvier 2021, tous les salariés percevraient 384 euros en plus de salaire fixe. Pareil l'année suivante. Et pareil encore l'année suivante. Bon, dans notre proposition de revalorisation, ce serait passé de 384, puis à 385, puis à 386. La direction nous a opposé une fin de non-receveur sur ce sujet, nous disant en l'occurrence qu'il proposait une clause de revoyure au bout de 6 ans pour estimer quels étaient les paramètres qui étaient à bouger entre mesures générales et mesures individuelles. De façon pragmatique. On leur a posé la question suivante qui est connue de bien des gens.
Euh, Aucune entreprise actuellement en France, qu'elle soit publique ou privée, et encore moins dans le privé, n'a un horizon supérieur à 3 ans de visibilité sur ce qui peut lui arriver. Donc remettre une clause de revoyure à 6 ans, c'était carrément remettre la discussion au calendrier grec. Donc nous avons demandé, nous, côté CFDT, à ce que cette clause de revoyure pour revalorisation soit portée à 3 ans. Quand on l'a demandé, la direction était restée calée sur un montant fixe à 380 euros. Nous, ce qu'on demandait, c'était une revalorisation qui correspondait à peu près à 1 euro par an. Donc il faut considérer la dernière avancée de la fonction suivante. En passant de 380 à 384 euros, c'est comme si nous avions obtenu 3 années de revalorisation. À peu près, parce que le 1 euro c'est un arrondi. Donc ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le 384 euros, c'est l'équivalent du 380 avec déjà 3 années de revalorisation. Et par contre, effectivement, il y a ces 3 ans qui permettent après la clause de revoyure. Voilà, c'est aussi un point qui sera porté à la réflexion de notre collectif pour estimer et pour essayer d'estimer si c'était une proposition suffisante ou non de la direction. En l'état, c'est pas tout à fait ce que nous demandions côté CFDT. Si j'en viens après aux mesures salariales individuelles elles-mêmes, désolé si c'est un peu long, mais du coup il y a beaucoup de choses à dire. Euh, D'abord, il faut retenir que sur les mesures individuelles, actuellement, il y a 2 types de mesures. Demain, il y aura 5 types de mesures individuelles. Ces mesures individuelles seront les suivantes. Il y aura d'abord une augmentation annuelle individuelle qui sera calée entre 2 et 3,5%. Pourquoi une petite fourchette de ce genre? C'est pour répondre à certaines variabilités de salaire selon que des gens ont été embauchés à un niveau de salaire suffisant par rapport à leur fonction et à leurs collègues et à la médiane de cette fonction. Ça permet de répondre aussi à d'éventuelles inégalités, soit interfonction, soit pour des femmes par rapport à des hommes dans leur fonction. Donc c'est une fourchette qui peut se comprendre et qui est de toute façon assez ténue parce qu'elle est entre 2 et 3,5%. Ça ne va pas créer des distorsions monstrueuses. Bien au contraire. Autre mesure individuelle, il y aura demain donc ces augmentations de salaire par rapport aux montées de niveau. Comme on vous l'a dit précédemment, on a obtenu dans la dernière mouture de la direction 7 niveaux. Ces 7 niveaux sont intéressants à prendre en compte au niveau des mesures individuelles dans la mesure où chaque montée de niveau sera associée à une montée de salaire. Mais ce n'est pas linéaire. Et c'est en ça que c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que le passage, par exemple, de niveau 1 au niveau 2 sera associé à une montée de salaire de 2,5%, et ça va en montant par palier de 0,5% jusqu'au passage du niveau 6 au niveau 7, qui est l'expertise, qui lui serait valorisé à hauteur de 4%. Et c'est intéressant pourquoi? Parce que, comme vous le savez, depuis 2013, et comme dans toutes les EPIC et EPA de France à peu de choses près, il n'est plus question d'ancienneté. Et c'est vrai que ce sont des revendications qui étaient portées autrefois, qui sont encore parfois portées par des gens qui sont peut-être nostalgiques du passé et qui sont plus d'actualité, mais qu'il faut prendre en compte. L'ancienneté à l'INA demain, dans un système qui serait celui-ci si on arrivait à le signer, l'ancienneté serait finalement portée par 2 axes. Elle serait portée par la mesure générale, comme on vous l'a déjà dit, hein. La mesure générale, elle comprend à la fois l'ancienneté, c'est-à-dire la fidélité à l'INA, et également la compensation de l'inflation éventuelle. Et du coup, cette ancienneté serait également compensée et portée par les montées de niveau. Bien évidemment, dans une fonction, quand on monte en compétence et qu'on monte de niveau, on ne le fait pas from scratch. On le fait au fil des années, au rythme individuel de chacun, selon ses capacités, son investissement, son parcours de vie ici. Et du coup, cette montée graduée de salaire par rapport au niveau de 2,5 à 4% comprend elle aussi une part d'ancienneté indéniable. Voilà. Donc l'ancienneté demain serait presque un peu plus portée dans ce système que dans le système d'aujourd'hui. C'est ça que je vais vous faire comprendre. Euh, Par rapport à cette mesure individuelle, ce sont les 2 principales mesures individuelles qui reviendront le plus souvent. Il y aura aussi d'autres mesures individuelles. Mesures individuelles de montée de groupe, un peu analogue à celle qu'on a aujourd'hui, hein, montée fonctionnelle. Il y aura aussi une montée de grille qui correspond, elle, soit à un exercice de fonction d'un point de vue métier, soit un exercice de la fonction d'un point de vue pilotage émission, soit un exercice de la fonction d'un point de vue encadrement et management. Bon. Euh, la direction a souhaité maintenir des fourchettes sur ces montées de grille et de groupe. Et du coup, ces fourchettes qui seront de l'ordre pour les montées de grille de 5 à 8%, de 2 à 5%, pardon, et pour les montées de groupe de 5 à 8%,
ne nous satisfont pas côté CFDT. Autant pour les montées de niveau, la direction souhaitait aussi mettre des fourchettes. On a réussi à leur démontrer que c'était inadapté, et du coup ce sera bien des montants fixes pour les montées de niveau. Autant on aurait souhaité que ce soit le cas également pour les montées de grille et de groupe. C'est pas ce que propose la direction. C'est un gap qui reste entre nous et qu'il faut qu'on étudie par rapport à l'ensemble du dispositif. On peut entendre qu'il puisse, comme pour l'augmentation individuelle, y avoir des variations qui sont méritées par rapport à des salaires d'embauche, par rapport à d'éventuelles inégalités. Néanmoins, on aurait souhaité que ces fourchettes soient moins larges. Donc c'est un point d'attention à avoir qui n'est pas complètement satisfaisant. De toute façon, il faut retenir que dans tout accord d'entreprise, quand on cherche à atteindre un compromis, il n'y a personne qui est gagnant, personne qui est perdant. Le bon compromis, c'est quand tout le monde a le sentiment d'avoir à la fois perdu et gagné. Ça vaut pour la direction comme ça vaut pour les partenaires sociaux que nous sommes. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut regarder l'ensemble. Dernière mesure pérenne, individuelle, ça sera la mesure de mobilité. Cette mesure de mobilité, qui manque actuellement de l'accord collectif, permettra à des collègues qui prennent des risques en changeant de fonction, mais en restant à isogroupe. Par exemple, si je vous prends un exemple éclairant, quelqu'un qui est aujourd'hui cadre documentaire en groupe 6, qui deviendrait demain chef de projet en groupe 6, dans le système actuel, il n'y a aucune revalorisation salariale pour cette prise de risque qui correspond quand même pour la personne à sortir de sa zone de confort et à émigrer vers des fonctions où on ne sait pas si on sera compétent. Bon. Dans le système qui est proposé, il y a effectivement une revalorisation pour ces prises de risque individuelles qui apportent une vraie valeur ajoutée à l'entreprise. Cette mobilité serait valorisée entre 2 et 4%, étant entendu, là aussi, que s'il y a des inégalités, en particulier par rapport aux femmes, ça peut dépasser ce montant de 4%. Mais bien sûr, ce sera justifié. Donc voilà les différentes augmentations individuelles pérennes. Il reste une 6e possibilité de récompense individuelle qui, elle, n'est pas pérenne. C'est une récompense individuelle ponctuelle qu'on a ardemment souhaité côté CFDT parce qu'on s'est battu ces dernières années parfois pour des situations individuelles, mais aussi pour des situations collectives. Je me souviens particulièrement de m'être battu notamment pour les collègues magasiniers ou pour les collègues des achats. On ne va pas revenir sur ces détails. Quoi qu'il en soit, la possibilité sera octroyée de primes exceptionnelles qui seront en tout cas appréciées par le manager et validées in fine par la DRH pour pas qu'il y ait d'abus ou de dépassements inentendables. Et bien sûr, contrairement à ce qu'on avait dans l'accord actuel, les critères qui permettent de percevoir des primes exceptionnelles sont écrits en dur dans l'accord collectif. Voilà. Ça, c'est un point plutôt positif, et en tout cas qu'on appréciera au regard des points qui ne nous satisfont pas pour l'instant. Dans les autres points, il y a l'histoire des garde-fous. Vous savez, dans l'accord collectif actuel, on avait placé des garde-fous. Parmi les principaux, il y avait une mesure individuelle minimum sur le cycle de 5 années glissantes. Et puis il y avait également cette histoire de 2 mesures individuelles maximum sur le même cycle de 5 années glissantes. Il s'avère que si ces garde-fous ont été utiles pour mettre en lumière soit des situations injustes ou oubliées, soit pour empêcher des carrières fusées qui n'ont pas été si nombreuses dans le passé, mais qui ont marqué un peu l'histoire et la culture de l'entreprise en créant des légendes urbaines, mais qui sont néanmoins avérées, il n'empêche que ce système de garde-fous avait ses propres limites. Il avait ses propres limites et on les a rencontrées en tant qu'élus du personnel et élus de proximité. De temps à autre, on a effectivement des collègues qui, certes, ont peut-être eu 2 mesures pécuniaires il y a 5 ans et il y a 3 ans, mais s'ils se retrouvent là en situation de décalage fonctionnel, un décalage fonctionnel, c'est simplement une situation où on fait des tâches, des responsabilités qui ne sont pas prévues dans notre fiche de poste et dans notre fonction. À un moment donné, on a actuellement, cette année, on en a eu l'an dernier, des situations où on a des collègues qui étaient en situation de décalage fonctionnel sans que ça puisse être reconnu dans la mesure où la collectif ne le permettait pas. Côté CFDT, on avait nous proposé, et on l'a fait dans les dernières lignes droites, à ce qu'il puisse y avoir 3 mesures individuelles sur le cycle de 6 années glissantes pour justement résoudre ce genre de situation qui nous posait problème pour la défense, pour la juste défense et légitime des collègues concernés. La direction, dans son esprit de souplesse, a elle écrit dans son accord qu'il y aurait comme garde-fou 4 mesures individuelles maximum sur 6 ans. Pour nous, c'est un garde-fou qui est trop souple. Certes, il a le mérite d'exister, mais il n'est pas suffisant, et on ne souhaite pas que demain il puisse être utilisé massivement. Ça, c'est un point d'insatisfaction qu'on va aussi mesurer au niveau de notre collectif, et qui mérite une attention particulière. Voilà, je vous ai cité des points de satisfaction, des points d'insatisfaction. C'est au gré de tout cela qu'on prendra notre décision.